Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. 9h passées de 5 minutes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner sur le média du développement Bande FM sur la 89.5. Vous nous suivez également sur la télé, sur Kavi Media. Si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez grâce à notre page Flash Guinée Kavi Media sur Instagram, YouTube. Également, vous pourrez suivre en direct cette émission sur siaminfo.com. Une fois encore, bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine. Nous sommes vendredi 18 août, je le rappelle encore, après la suspension du juge Moussa Kamara et C. Havi Gami, substitut du procureur de la République après le tribunal de première instance de l'Abbé par le ministre de la Justice pour insuffisance professionnelle. La réaction de l'association des magistrats de Guinée ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'AMG a déploré ce qu'elle qualifie d'agissement du ministre Charles Wright. Elle appelle cependant les magistrats à cesser toutes les activités sur l'étendue du territoire national. Pour ces magistrats, s'il y a insuffisance professionnelle, c'est du côté de celui qui ne sait pas distinguer la peine prononcée de la peine prévue ou de la peine exécutée. Un nouveau bras de fer, comme il fallait s'y attendre, entre l'AMG et le garde des Sceaux s'installe à nouveau. Mais qu'est-ce qui a favorisé ce climat très délétère et que dit la loi? À ce propos, nous recevons dans la première partie de cette émission le chargé de communication de l'association des magistrats de Guinée, Théophile Kouadio Kaman. Il est Magloire Théophile Kouadio Kaman, j'y arrive. Il est le chargé de communication de l'AMG, entendez, l'association des magistrats de Guinée. Et puis c'est vendredi et nous parlerons de développement. Dans cette émission, le scanner, la Guinée a relativement une population très jeune. Très malheureusement, cette couche est toujours aux prises avec le chômage, une réalité qui pousse la plupart de ces jeunes dans un retranchement qui ne dit pas son nom. Au-delà de cela, la manipulation à des fins politiques qui reste un des fléaux ou l'autre fléau qui mine l'avenir de la jeunesse. Si le chômage est en tête de liste des problèmes les plus importants auxquels les jeunes Africains souhaitent que les gouvernements s'attaquent, les gouvernements sont régulièrement mal notés pour leur effort de création d'emplois. La question est préoccupante et certains envisagent déjà des pistes de solutions pour y pallier. Alors, que faire pour déclencher le potentiel qui sommeille en la jeunesse? Morikaba est notre invité. Il est coach d'excellence. Avec lui, nous parlerons de l'importance du coaching pour l'épanouissement de la jeunesse en République de Guinée. Et dans la dernière partie de cette émission, nous irons au Sénégal, observant une grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier. Le ciel ne fait que s'assombrir pour Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais, contre toute attente, a été admis hier jeudi au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar suite à un malaise. Candidat à la présidentielle de février 2024, l'opposant a vu son parti dissous et radié des listes électorales. Dans un communiqué diffusé hier jeudi, son parti, le PASTEF, met en garde, je cite, le président Macky Sall, son ministre de la Justice, son ministre de l'Intérieur et tous les acteurs de cette persécution humaine qui a fini par mettre la vie du chef de l'opposition en danger seront tenus entièrement responsables de tout ce qui adviendra. Fin de citation. En dépit des multiples appels à l'endroit de Sonko pour mettre un terme à sa grève de la faim, l'opposant persiste pour dénoncer sa détention dite illégale. Mais cette action va-t-elle freiner l'élan pris par les autorités sénégalaises? Décryptage à suivre dans cette émission Le Scanner. C'est le menu de ce vendredi. Bienvenue dans Le Scanner.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kaby Média. Ensemble pour 1h30 de débat, vous êtes forcément sur le média du développement, j'y arrive enfin, et dans cette émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité, également parler de développement, parce que c'est notre ligne éditoriale, il faut le rappeler, c'est très important. Yaya Diallo, mon compagnon de chaque matin, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour à toute la Guinée. Très bien habillé ce matin, il faut le reconnaître. Merci, je voudrais être l'ascenseur, c'est une imposition, donc nous sommes amenés à le faire, même si on est assez jeune. Et voilà, on s'adapte petit à petit. Il y a quelqu'un qui me rappelait hier qu'on m'a qualifié de vieux, qu'il n'est pas le seul vieux. Je vais en tout cas éviter d'indexer la personne. Voilà. La personne va s'identifier à travers ce que je dis tout à l'heure. De la sapologie, on ne rentre pas dans tous ces détails. Vous occupez la première place. Allez, voilà. Parlons de ce sujet, de cette actualité brûlante. Hier, on l'annonçait, chose promise, chose faite. Et puisque je peux m'en réjouir, on avait promis à ses auditeurs et téléspectateurs de faire réagir quand même un acteur, un magistrat ou un membre de l'association des magistrats de Guinée, AMG, puisqu'on craignait ce bras de fer, finalement, qui a été effectif, hein, il faut le dire. Hier, l'AMG n'est pas resté dans l'ombre ni dans les bois. L'AMG sort du bois et tape du poing sur la table. Toutes les activités des magistrats en République de Guinée suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est un communiqué qu'il a dit, un très long communiqué s'il faut le dire. Peut-être que je ne sais pas si la réalisation a tout le communiqué, mais honnêtement, c'est un très long communiqué, hein, de plusieurs pages en plus. Plusieurs pages. Là, plus de 3 pages. Je te le confirme, hein, plus de 3 pages. On parle même de 4 pages, s'il faut le dire. Un très long communiqué. On sent que Mohamed Diawara, le magistrat, ne veut pas céder face, si je peux appeler ça, est-ce que je vais qualifier ça de crise de nerfs de Charles White ou de mauvaise interprétation des textes de loi. On aura tout à l'heure le chargé de communication, c'est lui qui est magistrat, il va nous expliquer ce qui ne va réellement pas. Mais Yaya, après avoir suivi cette actualité, puisque ce bras de fer, on suit ce dossier il y a très longtemps, dites-nous comment vous percevez ce qui se passe au sein de l'appareil judiciaire guinéen. Il faut rappeler qu'il faut le dire, c'est assez décevant de constater que depuis un bon moment, nous assistons à cette situation peu honorable de notre appareil judiciaire. Et le ministre de la Justice, je le rappelais hier, je pense que les faits m'ont donné raison. Je l'appelais que je vous le disais hier ici que il fallait s'y attendre. Nous rentrons dans une situation, dans un feuilleton juridique. C'est une question d'interprétation d'articles. Je constate que chacun ici interprète l'article 537 en sa manière, et puisque nous aurons notre invité, il va nous expliquer encore davantage, et les esprits éclairés sauront tirer les conclusions venant de ce magistrat. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons lu le communiqué. C'est un communiqué quand même qui est assez concis et précis, puisque l'historique d'abord est rappelé, d'où est partie cette suspension. Le contexte est très bien indiqué là-dedans. Les explications, l'interprétation explicite, disons, l'interprétation claire et nette de cet article 537, parce que quand même, il faut le dire, moi j'ai lu, disons, le communiqué ou l'arrêté ministère du ministre de la Justice qui justifiait ou qui exprimait un peu les bases juridiques qui fondaient, disons, sa décision de suspendre ces deux magistrats. J'avais du mal, honnêtement, à comprendre l'interprétation de l'article 537. Je suis à même quand même de dire qu'avec cette explication, je ne suis pas en train de dire d'emblée telle ou telle a raison. Oui, il faut rappeler, il faut rappeler ce passage très important. Dans le communiqué, l'AMG dit ceci.
le conseil d'administration de l'AMG rappelle que c'est par, par méconnaissance notoire de l'article 590 du Code de procédure pénale qui dispose, je cite, « Pendant les délais d'appel, à l'exception du délai prévu à l'article précédent et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sous réserve des dispositions des articles 537 que tu viens de signer, en alinéa 2 et 3 et l'article 546. Ouais. Mais il faudrait aussi éclairer la lanterne de ces auditeurs et téléspectateurs sur le contenu même de cet article. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle de texte loi. Ouais. C'est une guerre, comme tu l'as dit, d'interprétation des textes loi. Ouais. Donc, est-ce que dans cette interprétation, pouvons-nous dire que Charles White a mal interprété, selon l'article 537 que tu as déjà lu, a mal interprété ce texte de loi? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Je peux le dire. Je peux dire tout de même que... En tout cas, pas besoin d'être juriste pour comprendre ce texte. On n'a pas besoin d'une paire de lunettes juridiques pour comprendre et interpréter ou comprendre tout au moins ce texte de loi. Ce texte de loi, cet article, ce fameux article qui fait quand même... qui est à l'origine de tout ce que nous assistons aujourd'hui, l'article 537. Et je pense que Charles a interprété l'article en sa façon de comprendre, ou peut-être en sa façon de voir les choses. Oui, il est aussi important que je rappelle encore l'article 137 parce que l'AMG a dans ce communiqué, comme tu l'as dit, été très explicite. De manière à ne pas... Comment je veux dire ça, nouer ou troubler, ou si je peux dire, éviter toute confusion autour de la compréhension. Parlant du cas spécifique de Dame Asmaou Diallo, en termes simples, dans la procédure en question, le tribunal a non seulement condamné Dame Asmaou Diallo à 1 an d'emprisonnement, ce qui dépasse le minimum de 6 mois d'emprisonnement prévu à l'article 537. Mais on va aller dans l'article 37 maintenant. Il ressort de l'interprétation de l'article 537 que le tribunal peut décerner mandat de dépôt contre un prévenu libre dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée est au moins de 6 mois. Donc, dans cette procédure, si Dame Asmaou Diallo, selon cet article 537, Asmaou Diallo a été emprisonnée à 1 an de prison, je pense, selon l'explication de l'article, selon les textes de l'article 537 en ses alinéas 1, 2 et 3, j'estime que là, s'il y a insuffisance professionnelle, je pense que là, Charles White peut prendre gros. Effectivement, parce qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui observe tout cela. S'il n'y a pas une même politique derrière, là, il risque de prendre de gros, très gros même. Oui, vous savez disons, dans les cours du droit, c'est quelque chose qui est assez élémentaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est là pour traiter ces arts d'actes. Et je pense que c'est le seul conseil qui est habilité, disons, de sanctionner, de prononcer une sanction. Et je pense que cela est connu de tout le monde, même ceux qui n'ont pas, disons, fait le droit. Cela est connu de tout le monde. La sanction d'un magistrat ne doit pas quand même être mise sur la place publique. C'est quelque chose qui doit être en privé. Et ce qui signifie que c'est le seul conseil supérieur de la magistrature qui peut, disons, prononcer une sanction ou juger ou apprécier le bien fondé d'une décision rendue par un juge. Oui, on va essayer tout à l'heure avec la complicité de la réalisation, avoir pourquoi pas le chargé de communication
de l'Association des magistrats de Guinée, Magloire Kaman. J'écorche un peu son nom parce que c'est 3 prénoms contre un seul nom. Et Théophile Magloire Théophile Kaman, qui sera au téléphone avec nous pour nous expliquer un peu le fondement de cette, comme aime le dire Yaya, de cette bataille juridico-judiciaire, ou ce feuilleton juridico-judiciaire. Mais en attendant, il est important de rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que toute cette affaire tourne autour de l'affaire Asmao. Tout ce problème tourne autour de l'affaire Asmao Diallo, qui a été jugée du côté du tribunal de première instance de l'Abbé par le juge Moussa Camara. Et tout à l'heure, on aura quand même la réaction de l'AMG. Oui, avant de recevoir... Voilà, je pose la question. Comment se fait-il que le procureur, disons, le substitut du procureur de la République du tribunal de l'Abbé est peut-être en connivence, disons, parce que pour qui connaît quand même le rôle d'un procureur, c'était magistrat. Mais c'était magistrat quand même qui... Bien, on me signale que notre invité est déjà au bout du fil. Monsieur Magloire Théophile Kodjo Kaman, bonjour. Oui, bonjour à vous et à vos millions d'auditeurs. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'Association des magistrats de Guinée. Merci une nouvelle fois encore d'accepter notre invitation et merci d'accepter d'intervenir dans cette émission Le Scanner. Oui, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de partager au maximum le contenu de notre communiqué avec l'ensemble de la population. Bien. Parlant de ce communiqué, il faut relativiser, il faut faire un retour sur les faits, puisque ce n'est pas hier que cette situation a démarré. Bref, qu'est-ce qui se passe réellement entre l'AMG et le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Alphonse Charles-White? Que se passe-t-il, monsieur Théophile Kodjo Kaman? Alors, comme vous le dites, ça n'a pas démarré hier, les faits ne sont pas partis d'hier. Nous avons constaté, à la suite d'une décision de condamnation qui a été entreprise contre une dame du côté de l'Abbé, une décision a été prise contre elle, une décision dans laquelle elle a été condamnée à 1 an d'emprisonnement, et le juge a décidé que 2 mois seulement de cette peine d'emprisonnement devait être exécuté et les 10 mois devaient être assortis, ont été plutôt assortis de sursis. Et donc, conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, puisque la prévenue était libre, le juge a décidé de décerner mandat contre elle, bien entendu. Sinon, aucun titre, il n'y avait aucun titre de détention dans le dossier, et donc aucun registre n'allait la recevoir sans mandat. Donc, c'est à la suite de cette décision que la dame aurait relevé appel. Très rapidement, le dossier est venu à Conakry, elle a été jugée en appel et elle a été mise en liberté et le dossier a été renvoyé au mois d'octobre, puisque c'est la période des vacances judiciaires. Alors cela on pouvait simplement se limiter là, mais par la suite, le juge a été invité, a été convoqué, pour utiliser le terme qu'il faut, à se présenter à l'inspection des services judiciaires, et lui et le président du tribunal. Il ne savait pas au départ pourquoi il venait. Il arrive là, à sa grande surprise, au moment qu'il emprunte l'ascenseur, il croise la dame qu'il a condamnée dans l'ascenseur avec lui en direction du même bureau. Il a donc refusé de rentrer dans ce bureau pour être confronté à celle-là parce qu'il sentait déjà ce qui allait se passer. Il a refusé d'y aller et après il est rentré lui seul et il a interrogé l'inspecteur pour savoir pourquoi on l'avait appelé. Il a été informé que c'est le garde des Sceaux qui a demandé à ce qu'il soit entendu autour du dossier de condamnation de la dame dont il s'agit. Il a dit, bon, moi je crois être magistrat du siège, si vous m'interpellez pour une décision que j'ai rendue, je voudrais que ce soit au moins par la forme, que vous mettez la forme, que vous m'adressez une convocation en bonne et due forme. Sinon, je ne peux pas, je ne vais plus continuer cette discussion. Il a donc rebrouché chemin, il a rejoint sa juridiction. Et par la suite, une convocation lui a été adressée. C'est alors qu'il a donc informé la situation pour dire voici ce qui m'arrive après une décision que j'ai rendue. Et dans la même foulée, le substitut du procureur a également a été joint au téléphone demandant de se présenter à l'inspection. Il a refusé, il a demandé également qu'on lui adresse une convocation. Lundi, une convocation leur a été adressée et ils ont
tout bonnement, dans la convocation, il a été indiqué de se présenter mercredi. Ils ont répondu qu'ils accusent réception de la convocation, mais puisqu'on était lundi et se présenter mercredi, c'était un peu juste. Oui. Ils ont demandé qu'on leur accorde une semaine le temps pour eux de préparer le voyage, parce que l'abbé Conakry, c'est pas quand même le premier carrefour. Oui. Qu'on leur accorde une semaine pour préparer le voyage, et par la suite, qu'on veuille quand même leur indiquer le motif de leur condamnation pour voir dans quelle mesure ils pourraient préparer mieux leur défense. Et c'est malheureusement ce qui a été mal pris, et à leur grande surprise, le mercredi, au lieu d'avoir une convocation plus explicite, c'est un arrêté de suspension que nous avons vu, chose que nous n'avons pas admirée. Nous avons dit que non. Si on doit déranger les juges, si on doit inquiéter les juges par rapport à une décision qu'ils ont rendue, et qu'on indique dans l'acte de suspension qu'il y a une insuffisance professionnelle parce qu'ils ont décerné mandat contre la dame ou parce que l'autre a exécuté la décision de justice, nous avons estimé que cela était injuste et que nous n'allons pas permettre que les magistrats soient suspendus à tout bout de chemin pour des décisions qu'ils ont rendues. Oui, justement, par rapport à cette décision, tout tourne autour de l'article 537. Est-ce que vous pourrez nous rappeler le texte dans sa globalité? Et que dit l'article 537 à ce propos? Oui, si vous voulez, je peux vous le rappeler. On dit, dans le cas visé à l'article 535, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Point de suspension. Oui, d'accord. Alors, juste sur cet alinéa, parce que c'est là que se trouve le problème. Oui. Cet article renvoie à l'article 735, je crois. Et l'article 735, si je paraphrase, dit lorsque le tribunal estime que les faits sont constitués, il prononce la peine. Et quand le législateur dit le juge si la peine prononcée est au moins de 6 mois, le juge peut décerner mandat, le tribunal peut décerner mandat. La peine ici, chez nous, en tout cas chez nous, juristes, la peine en matière correctionnelle, elle est soit l'emprisonnement ou l'amende. Après, bien entendu, il y a des peines complémentaires qui peuvent s'ajouter, mais principalement la peine est l'emprisonnement ou l'amende. Et donc, lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement qui est au minimum de 6 mois, si le prévenu n'est pas détenu, il peut décerner mandat contre ce dernier. Et dans le cas si le juge a décerné une peine d'emprisonnement de 1 an, oui, évidemment. Il a décerné une peine de 1 an. Mais la loi donne la possibilité au juge également de dire qu'une partie de la peine qu'il a prononcée va être assortie de sursis. C'est ce que le juge a fait. Le juge a décidé que 1 an qu'il a prononcé, ce n'est seulement que 2 mois qui vont être exécutés. Les 10 autres mois sont assortis de sursis. Et donc, pour la partie à exécuter, il est évident qu'il va décerner mandat pour cela. Donc, pour mieux comprendre le texte, il faut bien que ceux qui entendent qualifier l'attitude du juge d'insuffisance professionnelle puissent faire d'abord la différence entre peine prononcée, peine prévue et peine à exécuter. Dans le cas si la peine prévue, le juge n'a pas touché cela, la peine que le juge a prononcée, c'est la peine de 1 an. Et la partie à exécuter de cette peine est de 2 mois. Et le code dit clairement, la peine prononcée doit être au moins de 6 mois et non la peine à exécuter. Si le législateur avait dit la peine à exécuter doit être au moins de 6 mois, on pouvait dire que oui, c'est les 2 mois qui sont à exécuter, donc il ne devait pas décerner mandat. Mais ici, pour nous, le juge n'a aucunement violé l'article 537. C'est peut-être une mauvaise compréhension de ce texte qui a fait qu'on a estimé qu'il est en insuffisance professionnelle. Et pour le procureur, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Oui, ça c'est plus étonnant. Il a exécuté toutes les décisions de justice. Oui. Même si le procureur n'était pas d'accord de la décision, même si le procureur avait requis la relaxe contre la dame, du moment où le tribunal est entré en condamnation, le procureur avait le devoir d'exécuter la décision. On ne peut pas donc dire que le procureur pouvait refuser. Si on dit que le procureur va apprécier la décision de justice, ça voudrait dire que désormais, un procureur qui requiert 6 mois d'emprisonnement, si le juge condamne à 1 an d'emprisonnement, il va refuser d'exécuter. Si le procureur requiert la relaxe et que le juge condamne, il va refuser d'exécuter. Donc, nous, on sent que le texte n'est pas clair dans ce sens. Il faut qu'on respecte la loi, il faut qu'on aide les magistrats à exercer leur profession de manière assez libre et sans être inquiet. Alors, selon le ministre de la Justice, l'article
l'article 537 exige à tout juge statuant en matière pénale, surtout lorsqu'il s'agit, disons, d'un délit de droit commun, de respecter, disons, le quantum de la peine. Qu'est-ce que vous entendez par cela, quantum de la peine? Nous-mêmes, on s'étonne par rapport à cette disposition. Dans cet article-là, il n'est nullement mentionné le quantum de la peine. Vous avez lu l'article de suite là. Oui. Mais cet article n'a nullement indiqué le quantum. C'est selon le ministre. Non, moi je ne peux pas défendre l'argument du ministre. Nous sommes en matière correctionnelle. En matière pénale, tous les juristes savent on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. La matière pénale est d'interprétation stricte. Dans l'article que vous avez lu, il n'est nullement indiqué le quantum de la peine. Non. L'article dit si le juge estime, ou bien en matière de droit, lorsque c'est un délit de droit commun et que la peine prononcée est au moins de 6 mois, le juge peut décerner mandat. Le législateur n'a pas utilisé l'expression quantum. Nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Alors, c'est ce qui ferait dire, disons, à l'association des magistrats qu'il y a, disons, une interprétation erronée de la loi. C'est cela? Non, l'interprétation de ce texte de loi, si vous avez suivi, la plupart des juristes qui déversent cette question sont unanimes à ce que la loi est assez claire dans la matière. La peine que le juge prononce, si cette peine est au moins de 6 mois, il peut décerner mandat. Et dans le cas si le juge a prononcé une peine de 1 an, donc vraiment, il est en droit de décerner mandat contre la dame. Bien. Effectivement, par rapport au ministre... Toute autre interprétation serait vraiment erronée par rapport à cet article. Bien. M. Kamam, par rapport à l'interprétation, nous avons quand même eu de larges explications là-dessus. Mais parlant de l'attitude même du ministre de la Justice, garde des Sceaux, est-ce qu'il est du ressort d'un ministre de se mêler des affaires correctionnelles ou des affaires pénales? Que ce soit civil, correctionnel ou quoi d'autre, il n'est pas du ressort d'un ministre d'intervenir dans une procédure judiciaire. Les pouvoirs sont assez séparés dans un État. Oui. Le ministre, il faut bien qu'on le fasse comprendre aux uns et aux autres, n'est pas le juge des magistrats. Il n'est pas juge des magistrats, encore moins juge des décisions de justice qui sont rendues par les magistrats. Lorsqu'un magistrat rend une décision, on ne peut pas prendre cette décision-là, parce que l'une des parties n'est pas d'accord, prendre la décision, la porter devant le garde des Sceaux pour lui dire voici la décision qui est rendue, je ne suis pas d'accord avec cette décision, ou bien expliquez-moi la décision, pour après qu'ils disent non, le juge n'a pas appliqué bien la loi, donc reste tranquille, moi je prends l'initiative de faire infirmer la décision ou d'entreprendre une mesure de mise en liberté pour toi, et après je convoque le magistrat pour s'expliquer. Non, il y a des voies de recours qui sont là. Lorsqu'une partie estime que ses droits n'ont pas été respectés ou que le droit n'a pas été dit conformément à la loi en sa faveur, elle dispose des voies de recours. Une décision de justice doit être rédite uniquement que par les voies de recours. Un juge d'instance a rendu une décision, le meilleur moyen de contredire ou de réformer cette décision-là, c'est un appel. Un arrêt est rendu à la Cour d'appel, le meilleur moyen de réformer cet arrêt, c'est la Cour suprême. Et ces voies de recours-là s'imposent à tout le monde, même aux magistrats. Même le magistrat qui rend la décision, sauf des cas de révision ou des cas d'erreur matérielle, il ne peut pas revenir sur la décision pour dire non, il faut que je revienne sur ça. Les cas d'erreur matérielle, ça peut arriver comment par exemple? Moi j'ai été juge au tribunal de Mamou, j'avais l'entête du tribunal, j'avais l'habitude de travailler au tribunal de première instance de Mamou. On m'a affecté au tribunal de Conakry, dans un tribunal de Conakry. J'ai oublié peut-être de changer l'entête. J'ai gardé à l'entête au tribunal de première instance de Mamou. C'est une erreur matérielle ça. Bien. Il peut arriver que même un avocat de CELTA, il revient me dire non, c'est le juge, vous avez utilisé les qualités, ou vous avez utilisé peut-être l'entête du tribunal de Mamou au lieu du tribunal de première instance de Kaloum. Donc je vous demande de rectifier ça. Ce sont des trucs qui arrivent. Ou bien on a utilisé une mauvaise qualité par exemple. Ce sont des cas qui arrivent, mais aller jusqu'à prendre la décision, vouloir interpréter article par article, je pense que c'est une violation des textes. L'association ne va pas donner la brèche à un ministre pour avoir ce pouvoir-là. Mais l'autre question avant celle de Yaya, c'est d'abord dans la procédure. Vous avez dit à l'entame que le juge avait croisé la prévenue dans l'ascenseur. Oui. En partance pour l'inspection des services judiciaires. Est-ce que de ce côté, il y a eu violation de la loi? Est-ce qu'un prévenu peut se retrouver à l'inspection des services judiciaires avec un juge? Là, de ce côté, est-ce qu'il y a eu violation de la loi? De ce côté nous, à ce niveau, alors, ça, pour le commun des mortels, cette dame devait se retrouver partout, sauf à l'inspection, sauf au département de la justice.
Et de surcroît, pour être confronté à un juge qui l'a jugé, parfois c'est une façon d'humilier le juge. Vous ne pouvez pas admettre, vous jugez quelqu'un, vous vous croisez avec l'individu au bureau d'un responsable du département pour être entendu sur les motifs ou sur les raisons, sur la motivation qui a prévalu à sa condamnation. Aujourd'hui, cette dame, au retour à l'abbé, elle va se sentir comment? Elle se sentira plus forte que tout le tribunal. Oui. Parce qu'elle va se dire, oui, si tu es un juge, tu penses que tu as le droit en ta faveur, moi j'ai plus de relation que toi, tu me condamnes, je vais au haut niveau, je vais non seulement te faire suspendre, mais tu verras également... À qui la faute, monsieur Théophile? Malheureusement, nous avons perdu M. Théophile, que nous allons essayer de rappeler dans cette émission, parce qu'il est important ce qu'il est en train de dire, Yaya. Oui, extrêmement important. On a comme l'impression qu'en Guinée, chacun interprète les textes de loi en sa manière. C'est comme si on avait affaire à des avocats, puisque vous vous rappelez, certes, quand nous avons reçu cette semaine même Dr Alassane Makane Rakaki, qui est juriste, il dit que seuls les avocats peuvent interpréter les textes de loi à la faveur de leurs clients, en faveur de leurs clients. Ouais. Pas les magistrats. Donc, pour nous aujourd'hui, pas un procès que nous sommes en train de faire. Attention, loin de nous, toute cette idée de faire un procès au ministre, mais en croire l'article 537, en croire cette affaire, moi je dirais que ce feuilleton, comme tu aimes le qualifier, ce feuilleton... Est-ce que le ministre ne s'est pas planté dans la démarche? Ça a tout l'air. Le ministre Charles, nous attendons très bien, puisque c'est quelqu'un qui est très prompt à répondre. On attend quand même une réaction du ministre, puisqu'on essaie de le joindre. Coup par coup. Il faut ouvrir cette brèche. C'est important. On essaie de joindre le ministre. Pour l'heure, on n'a pas de réponse. Donc, nous, on lui tend cette brèche. Il peut venir, il peut intervenir quand il voudra. Mais là, les textes de loi qui sont là, plus celui évoqué par le texte évoqué par Charles Wright, c'est totalement différent. Oui, Monsieur Théophile Kodjo Makaman, vous êtes revenu, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, on parlait de ces violations, de cette dame qui peut se retrouver plus forte que tout le tribunal du côté de l'abbé. Parce qu'aujourd'hui, la peur, ou même le dossier en appel, ceux qui seront en charge de ce dossier ont une peur déjà. Ouais. Si le juge d'instance a rendu une décision de condamnation contre la dame, il a été suspendu. Si ce n'est pas un juge courageux qui a le dossier en appel, il ne va même pas se casser la tête. Il va prendre le contre-pied de la décision pour dire non, l'autre a été condamné parce qu'il a condamné la dame, il a été suspendu. Moi, je ne vais pas la condamner, sinon moi, je vais être suspendu. C'est ce que nous voulons éviter justement. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que dans cette procédure, il y a des parties civiles. Il y a des parties civiles qui ont porté plainte, des gens qui ont estimé que leurs biens ont été spoliés, qu'ils ont été victimes d'abus de faux et d'usage de faux. Ces gens aussi sont des citoyens guinéens qui méritent l'attention de tout le monde. Bien, oui. À l'espèce, est-ce que, disons, ces juges ne sont pas exposés à des éventuelles représailles et à qui la responsabilité, si toutefois cela s'avère vrai? Est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas de main noire derrière cette affaire? Nous estimons, en tout cas ce qui est visible, c'est ce que nous qualifions. Pour l'heure, nous sommes en train de voir un acte de suspension que nous avons estimé illégal. Ce sont des actes de suspension là que nous essayons de combattre. Maintenant, s'il y a une main noire derrière qui donne peut-être assez de force à la dame pour aller taper à toutes les portes et faire convoquer des magistrats de cette manière, nous restons en train d'observer beaucoup plus jusqu'à ce qu'on voit de plus clair cette main-là. Et après, nous essaierons davantage de voir comment mener le combat par rapport à cette autre main. Que demandez-vous aujourd'hui en tout cas pour rétablir ces juges ou ces magistrats dans leurs droits? Que voulez-vous? Que comptez-vous? Quelle action comptez-vous mener au-delà de cette suspension des activités? Alors, nous avons commencé par cette mesure de suspension des activités et le constat ou les retours que nous avons ce matin, c'est que ce débrayage est suivi à la lettre un peu partout et nous pensons qu'elle va faire fléchir l'autorité ayant pris la décision de suspension. À défaut, nous nous retrouverons et nous allons consulter encore la base. Nous verrons quelle autre mesure plus appropriée prendre. Nous avions procédé à une dénonciation, elle n'a pas porté fruit. Elle n'a pas porté fruit, nous sommes allés à cette première vitesse. Si celle-ci n'est pas porteuse, nous allons mettre le second pied dans la danse.
Bien. Alors, monsieur Théophile, vous avez rappelé dans votre communiqué qu'il revient à l'État de veiller sur les décisions prises par les juges et éventuellement les protéger à tout danger. Est-ce que là, vous n'êtes pas, disons, obligé ou amené à vous adresser directement à l'État en pareille circonstance parce que, disons, il y a un véritable risque de représailles à force de me répéter face à ces juges? Ou au premier magistrat de la République de Guinée, c'est-à-dire le président. Oui. Oui, c'est ce que nous faisons. Quand nous faisons un communiqué de ce genre, nous estimons que toutes les couches sociales sont touchées et les autorités au plus haut niveau sont informées de la situation. Lorsque la justice ne travaille pas pendant une journée, c'est tout le pays qui sent. Les OPJ, ils vont garder les procédures au niveau jusqu'au mois ils veulent. Les citoyens qui veulent avoir des actes de procédure, les jugements supplétifs, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité n'auront pas ces actes. Et ma foi, tout le système va être informé de ce qui se passe du côté de la justice. Et je pense que les autorités prendront la chose au sérieux et très vite le cas va être réglé. C'est ce que nous espérons. Oui. Nous pensons qu'en procédant ainsi, ça va ramener très vite le garde des Sceaux à comprendre. De toute façon, il n'est pas mal en soi de se rendre compte qu'on a fait un faux pas et qu'on a fait une mauvaise donc le mea culpa. Revenir en arrière. Donc on va parler de on va parler de mea culpa, monsieur le magistrat. Bien entendu. Évidemment. Bien entendu. Oui, comprendre qu'on a raté et revenir en arrière. C'est ça aussi un acte de grandeur pour un chef. Bien. Alors, monsieur Théophile, en pareille circonstance, l'appréciation d'une décision de justice relève de qui? Est-ce du ministre ou du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, l'appréciation d'une décision de justice dans les formes relève de la juridiction supérieure. Pour avoir commis une faute, l'appréciation de cette faute-là relève du Conseil supérieur de la magistrature. Mais lorsque vous prenez une décision de publication, une décision de suspension que vous mettez dans la presse pour dire qu'un magistrat est insuffisant professionnellement, vous affaiblissez ce magistrat. Aujourd'hui, ce magistrat à l'abbé, un autre citoyen a un problème avec lui, il a en tête tout de suite que oui, c'est lui qu'on a dit qu'il ne connaît rien. C'est ce magistrat qui a été suspendu parce qu'il ne connaît rien. Même si c'est à tort, le citoyen garde ça en mémoire. Et donc, ça rend un peu la confiance que le justiciable doit avoir envers la justice. C'est ce que nous essayons de combattre. Pour éviter cela, il faudrait qu'on respecte les textes. La loi dit clairement que le ministre peut suspendre un magistrat. Mais ce n'est pas pour ne rien que le législateur a dit que l'acte de suspension ne doit pas être publié. Parce que ça risque d'affaiblir la justice, ça risque d'affaiblir le magistrat. C'est ce qu'on essaie d'éviter. On a plusieurs fois dénoncé cela. Mais malheureusement, ces dénonciations sont reçues comme des publications sur Facebook et ne portent aucun effet. C'est pourquoi nous nous sommes dit, bon, on va aussi laisser les réseaux sociaux cette fois-ci passer à une autre étape un peu supérieure. Peut-être que nous aurons pouvoir nous faire entendre et pris en considération. Est-ce que c'est la dernière arme qui reste à l'AMG, c'est-à-dire cette suspension de tous les magistrats sur toute l'étendue du territoire national? Des activités. Hein. Des activités. Pas la suspension. Non, des activités. Ce n'est pas la dernière arme. Ce n'est pas la dernière arme. Il y a d'autres armes beaucoup plus pertinentes, mais nous espérons ne pas arriver à déployer ces armes. Oui. Nous espérons qu'à partir de juste ce tout premier, on va se comprendre et on va revenir à la raison et tout va rentrer en ordre. Nos collègues vont reprendre paisiblement leur travail et ceux qui sont en vacances vont continuer leurs vacances sans autre perturbation. Nous avons travaillé 11 mois, nous voulons nous reposer. Nous voulons vraiment que le calme revienne à la maison et que tout puisse rentrer en ordre. Malheureusement, vous n'avez pas eu des vacances tranquilles. Oui, très malheureusement. Très malheureusement. Oui, mais c'était. Certainement, ça va être la dernière. Une question. Toute simple. Beaucoup d'observateurs pensent que ce problème est beaucoup plus un problème qui relèverait d'un dégo interpersonnel, un problème d'humeur entre amis, entre d'anciens amis, plutôt qu'un problème qui serait lié, disons, à une quelconque interprétation de la loi. C'est malheureusement ce qu'on tente de faire croire à une partie de l'opinion. Mais ce qu'il faut faire croire plutôt aux gens, c'est que c'est un problème qui relève d'une discordance entre un groupe de personnes qui veulent faire respecter la loi et un groupe de personnes qui pensent que la loi c'est d'abord moi ou la loi c'est moi qui la comprends plus que tout le monde.
Bien. En tout cas, merci, Monsieur Kaman. J'ose croire que vous aurez une porte ou en tout cas un terrain d'entente, que ces magistrats seront, comme vous l'avez dit, rétablis dans leurs droits et que le ministre, comme vous l'avez dit, je me répète, comme vous l'avez dit, fera un mea culpa s'il a mal interprété les textes de loi. C'est ce que nous souhaitons vivement. Merci vraiment, Monsieur Théophile Kaman. Merci d'être passé dans cette émission et d'accepter de répondre à nous différentes questions. Merci beaucoup. Merci vraiment. Oui, il y a sans transition, on a écouté, on sait déjà la part du ministre ou les propos du ministre, l'argumentaire du ministre Charles White. On a écouté tout à l'heure le chargé de communication de l'AMG. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression que l'appareil judiciaire guinéen n'est pas totalement soigné? Oui, parce que l'appareil était malade. Oui, l'appareil est en train de prendre un véritable coup. Ça avait même pris un coup dans l'aile. Oui, on a vu cet enregistrement sous Sidi Souleymane Ndiaye où l'actuel ministre de la Justice quand même avait filé à ça nos confrères journalistes, ce qui lui a prévalu même entre griffes, je prends ça avec des pincettes, ce qui lui a prévalu un poste, une promotion. Oui. À l'arrivée du CNRD. Donc, de ce côté, il y a comme une méfiance entre les magistrats, bien qu'il est magistrat, et l'actuel ministre de la Justice, parce qu'on estime que le ministre, il est souvent dans cette fougue de se mettre sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour des décisions qui doivent aussi, deux fois, rester même à l'interne, mais qui se retrouvent à la place publique. Oui, c'est assez regrettable, puisque la justice, c'est la discipline. La justice, c'est le respect de la loi. La justice, surtout, disons, c'est la rigueur. Moi, je ne peux pas comprendre que le ministre, nous voulons bien l'avoir, nous voulons bien l'entendre, puisque déjà, il y a eu des rebondissements. S'il accepte de décrocher nos appels, depuis hier, l'invitation est des avancées. L'invitation est des avancées. Depuis hier, on est en train de tenter de joindre le ministre. Oui. Là, on parle de texte de loi. On ne veut pas l'inviter pour qu'il vienne nous parler de sa politique de développement. Loin de tout ça, c'est des textes de loi. On aimerait bien l'écouter pour, en tout cas, faire comprendre à ses auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent qui a vraiment compris ce texte. Oui, c'est de là qu'il s'agit. Et je pense que certainement il va sortir comme il en a l'habitude de le faire. Il prendra la parole d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on verra bien à son tour qu'est-ce qu'il dira, parce que c'est un rebondissement. Ouais. Après cet acte, après ce jugement qui est rendu, le ministre a pris un arrêté ministériel ou des arrêtés, disons, suspendant 2 magistrats. Après cela, l'association des magistrats ont sonné l'alerte. Et là, nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Et je pense que là, ça va au-delà. Le Conseil supérieur de la magistrature doit éviter de rester dans les bois. C'est ce qui est important. Il doit sortir de son silence, disons, assourdissant et à la fois, disons, coupable, parce que je ne peux pas comprendre... Qui s'était consent. Absolument. C'est un principe assez universel et je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, cette question va au-delà de l'AMG, ça va au-delà de Charlotte. C'est une question qui concerne l'image même. C'est l'image de notre appareil judiciaire qui est complètement, disons, écratigné, qui est complètement, disons, taché. Et là, je suis amené à dire que puisque c'est le slogan, disons, c'est le slogan du siècle dans notre pays, la justice, la boussole. Eh bien, parce que le colonel Mamadi Doumbouya est interpellé là pour qu'il puisse quand même nous ramener la boussole et disons... la justice est la boussole de la transition. Et de nous permettre de voir clair, parce que là, nous sommes dans une situation assez floue. Et je pense que le ministre de la Justice en fait de trop. Et là, il appartient... Très sérieusement, il appartient à lui, le président de la République, de trancher et de prendre sa responsabilité, parce que c'est la justice. Et la justice, quand elle est affaiblie, eh bien, bonjour les dégâts. Bienvenue dans le pays d'Alphonse Charles White et de Mohamed Diawara. La suite, c'est derrière.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Merci une fois encore de préférer Kavi Média et cette émission, le scanner. Vous nous regardez à l'instant même sur les différents réseaux sociaux, Flash Guinée, Facebook, sur Facebook, Kavi Média. Vous nous regardez sur siaminfo.com, sur Kavi Média. Si vous êtes déjà en ligne sur Twitter, Instagram, sur YouTube, merci de votre fidélité en bas d'FM. Vous nous écoutez sur la 89.5 et vous êtes dans la suite de cette émission, le scanner. On va inverser la tendance, puisqu'on devait terminer par cette actualité sénégalaise, mais avant de recevoir notre invité pour parler développement et de coaching, on va parler de cette autre actualité, cette grève de faim qui dure depuis plus d'une semaine. Ousmane Sonko ne veut pas lâcher prise malgré de nombreuses interpellations et appels à abandon. Oui, c'est une autre façon pour Sonko de manifester sa colère et son désarroi face à tout ce qu'il qualifie d'injustice et tout ce qu'il est en train de subir, disons du côté de Sénégal. C'est quand même assez malheureux, disons, pour lui et pour son parti et pour la démocratie, il faut le rappeler, qu'on en soit là. Et pour qui connaît Sonko, sa fougue, sa détermination, disons, dans les années antérieures, c'est quelqu'un quand même qui avait créé toutes les conditions, disons, qui empêchait, enfin, pour ainsi dire, Macky et son gouvernement de dormir tranquille. Alors, je l'ai rappelé, je ne cesserai de le dire, on l'avait tendu il y a longtemps, un piège, c'est celui de la violence verbale et de la violence physique. Et malheureusement, il n'avait pas su cela à temps, et je pense que beaucoup l'ont conseillé dans ce sens, y compris même l'ancien président. Je me rappelle de cela, quand cette affaire entre Ousmane Sonko et Adji Sarr s'est posée, j'ai lu un communiqué du Parti socialiste sénégalais, du président Abdoulaye Wade, qui manifestait disons, son soutien et qui alertait un peu, disons, Sonko sur, disons, la façon d'agir de son adversaire. Donc, voilà, nous sommes arrivés là et la situation, les carottes me semblent être cuite. Et pour lui, je le vois très mal, puisque si on parlait de suspension, j'aurais pu comprendre que les procédures soient, disons, soient enclenchées pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Alors, s'agissant de son incarcération, quand même cela a causé assez de choses, disons, au Sénégal, de pertes en vies humaines, de dégâts matériels assez importants, et ça a secoué presque toute la sous-région, puisque le Sénégal, qui était pris comme un exemple de démocratie, je pense que cette image aujourd'hui, cette image aujourd'hui est assez questionnable, parce qu'on a assisté quand même à cette chose qui a surpris à plus d'un sur la façon d'agir l'État sénégalais, et je pense que cela n'honore pas Macky, et cela n'honore pas la démocratie, encore moins, disons, la sous-région. Et je pense que là, il appartient à Sonko, pour finir cette question-là, et à son parti de reprendre le pendule à l'heure, et de voir clair et de savoir est-ce possible pour de reprendre ou disons de créer notre parti. Et là ça va être compliqué, très compliqué, puisque les échéances électorales sont prévues pour février 2024. C'est vrai nous avons encore plus 6 mois devant nous, mais est-ce que Sonko pourra être à la tête d'un autre parti politique? C'est la grosse question. Est-ce que le PASTEF peut attaquer cette décision de dissolution en justice? C'est un autre aspect. Est-ce que Sonko va mettre fin à sa grève de la faim pour pouvoir accepter les arrangements dans les coulisses où de sources sûres nous apprenons qu'il y a quand même eu une première proposition des autorités sénégalaises quant à la libération d'Ousmane Sonko pour qu'il puisse quitter le territoire, venir se
soigner ou aller se soigner dans un autre pays. Selon des informations de confrères qui se trouveraient sur place, d'autres même indiqueraient que Sonko pourrait venir en Guinée s'il accepte les arrangements des autorités sénégalaises. Vrai ou faux, nous n'avons pas eu le temps de vérifier cette information, mais de source sûre, c'est-à-dire à travers nos confrères, c'est ce qui se dit dans la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a une carrière politique carrément, moi je vais dire que piétinée. Piétinée, pourquoi? Parce que son parti, le seul moyen pour lui d'opposer son veto au Sénégal est dissous. Aujourd'hui, Sonko, il n'est pas libre de ses mouvements, il est en prison. De l'autre côté, s'il perd sa santé, comment je peux dire ça, son plus précieux cadeau, hein, s'il perd ce qui lui reste, c'est-à-dire c'est sa santé, ce qui lui reste, c'est sa vie. Aujourd'hui, si Sonko n'accepte pas d'arrêter cette grève de la faim, est-ce qu'il pourra continuer son combat? Oui, d'autres me diront, oui, c'est le fait de mener cette grève de la faim, c'est un autre combat. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que pour quelqu'un qui est mort, nous en journalisme, on dit qu'aucun reportage n'est mieux que la vie humaine. On le dit pour ceux qui couvrent les manifestations, si ils le savent, hein, que la vie humaine d'abord avant le reportage. C'est-à-dire, aujourd'hui, Sonko, je ne veux pas transposer ce qui se dit en journalisme de ce côté en politique. La politique a ses règles, la politique a ses principes. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que Sonko a besoin d'abandonner cette grève de la faim? Pourquoi pas accepter cet arrangement pour revenir plus fort, reconquérir le fauteuil présidentiel? Pourquoi pas être à la magistrature suprême, briguer un mandat au Sénégal, comme à l'attend, comment je peux dire ça, ses partisans? Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il a du chemin à faire, il a du boulot, il a du pain sur la planche. Oui, parlant de cette grève de la faim, pour moi, à mon avis, c'est une initiative personnelle à Sonko. C'est à lui de voir s'il est opportun pour lui de mettre fin à cette grève de la faim. S'il faut continuer, je pense qu'il est libre d'en tirer toutes les conséquences. S'il en a parce que j'apprenais des sources sûres qu'avec tout ce qu'on disait, quand même, il mangeait à sa faim. Donc ça, c'est des informations aussi que j'ai réussi à mon niveau. Oui, c'est ce que j'ai dit. Attention. On va éviter de ce que j'ai dit, pour quelqu'un qui mange à sa faim, il ne peut pas être admis aux urgences parce qu'il ne mange pas. Non, mais c'est une information relayée par son médecin, lui. Je ne suis pas en train de raconter Drago, là. Mais hier, selon ce qui a été dit par les médecins, Sonko est en train de mener une grève de la faim, ce qui lui coûte tout cela. Le 6 août dernier, il a été admis aux urgences. Mais pour quelqu'un qui mange bien, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il ne mange pas bien. Mais cette sortie de son parti n'est pas la parole d'évangile. Non, je ne parle pas de la sortie de son parti uniquement. Ouais. Il y a quand même des autorités sénégalaises, des cadres, des hommes politiques qui ont interpellé Sonko pour qu'il puisse arrêter la grève de sa grève de la faim. À mon avis, s'il ne menait pas de grève de la faim, pourquoi l'appeler? Non, à mon avis, moi, s'il est assez mature pour en savoir ce qu'il lui faut en ces moments-là, puisqu'il est... Mais est-ce que la maturité politique existe? La maturité politique, elle doit exister. Et c'est l'absence de cette maturité. Si ça existe, je n'en crois pas. Parce qu'Alpha Condé, c'est un exemple palpable. Allez-y. Oui, je ne veux pas ouvrir ce débat. S'agissant toujours sur le cas de Sonko, je pense qu'il était alerté sur la ruse de son adversaire qui est Macky. Macky, c'est un homme politique assez fites connu de tout le monde. Et vous avez vu comment il mène les choses au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, il y a une unanimité autour d'Ousmane Sonko en ce qui concerne, disons, de sa non-participation aux futures élections. Et je pense que tous les mastodontes de la chaîne politique sénégalaise sont d'accord qu'il soit exclu, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un quand même qui représentait un danger, une menace pour beaucoup pour tous les prétendants, tous les états, il faut le dire, les Khalifa Sall, les Idrissa Seck, j'en passe, c'était des gens quand même qui voyaient en Sonko comme étant un obstacle qui pouvait, disons, leur empêcher de briguer la magistrature suprême. Donc vous voyez très bien que Karim Wade, Khalifa Sall, je dis bien Khalifa Sall, c'est des gens, disons, qui sont rétablis, qui sont réhabilités, donc ils peuvent être candidats. Donc vous voyez très bien que s'il avait compris cela, à mon avis, il pouvait éviter beaucoup de pièges qui lui ont été tendus. Malheureusement, je pense qu'il a manqué d'intelligence et de conseiller, et je pense que là, c'est très mal parti pour lui.
j'estime et je souhaite pour lui qu'il puisse sortir dans cette situation et qu'il puisse avoir les lendemains meilleurs. Qu'il puisse jouir de tous ces droits civiques et politiques au niveau du Sénégal. Oui, la politique ou la démocratie est en train de suivre ou est en train de prendre un gros coup dans l'aile. Vous allez le comprendre à travers ce feuilleton qui perdure, qui persiste au Sénégal. Nous suivons de près cette actualité et l'évolution de la situation d'Ousmane Sonko et par la même occasion prendre guérison s'il est admis, comme le remet en cause, s'il continue de mettre ou s'il continue sa grève de la faim. Nous espérons qu'il va l'arrêter pour sa santé et pour le bonheur de ses partisans. C'est vendredi, nous parlons tout à l'heure de développement dans cette émission, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kaby Média. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kaby Média. Troisième et dernière partie de cette émission, Le Scanner sur le média du développement. Également, ce vendredi, nous parlons de développement et cette fois-ci de l'épanouissement de la jeunesse guinéenne à travers un acte, pas comme les autres, le coaching. Comment arriver à réveiller le sommeil pourquoi je peux dire le potentiel, j'y arrive, le potentiel qui sommeille à la jeunesse guinéenne. Notre invité est déjà dans ce studio avec nous. Son nom, Mori Kaba, il est coach d'excellence. Je ne vais pas dérouler tout son parcours parce qu'il est expert data et autres formations qu'il a eu à suivre. Il a accepté de venir dans son pays, accepté de prêter main forte à la jeunesse guinéenne pour un développement rapide de cette dernière. Monsieur Kaba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Votre micro, approchez-vous un peu de votre micro. Merci d'accepter notre invitation et de partager ces expériences avec nos auditeurs et téléspectateurs. Vous avez, malgré vos voyages à l'extérieur du pays, vous aurez pu rester de l'autre côté, sans venir dans votre pays, accepter de travailler. C'est un travail de fond. Vous contribuez au développement de la Guinée de façon très spéciale. Aujourd'hui, si nous vous posons la question de savoir comment se porte la jeunesse guinéenne, quelle sera votre réponse? Déjà, avant de commencer, je commence par vous remercier de l'accueil. Je salue à tous les auditeurs et tous mes coachs, tous mes clients qui me suivent aujourd'hui sur l'émission. Je pense que je vais commencer par me présenter rapidement avant de faire un bilan sur la jeunesse guinéenne. Oui, okay? Allez-y. Moi, je suis Mori Kaba, je suis ingénieur informaticien. Je suis de la 46e promotion de l'université Gamal Abdel Nasser. Suite à cette formation, j'ai décidé d'aller continuer mes études au niveau de la Sorbonne Paris-Nord, où je suis major de ma promotion en exploration informatique des données et décisionnelles. Plus tard, j'ai commencé par travailler en tant que consultant informatique dans les grosses banques. Et après, il y a 5 ans, j'ai créé ma propre société qui s'appelle Guy Data Service, qui évolue dans le consulting et dans le big data. Rapidement,
on ne va pas continuer à parler de mon parcours. Peut-être qu'il y aura des occasions pour que je puisse parler de votre parcours en général, oui. Mais si vous me posez la question de savoir le bilan de la jeunesse guinéenne, pour moi, la jeunesse guinéenne est perdue. La jeunesse guinéenne est embrouillée. La jeunesse guinéenne n'est pas orientée. Nos aînés ont fait vraiment du mal à cette jeunesse. Cette jeunesse a été sacrifiée pour des intérêts que je cherche à comprendre. Aujourd'hui, quand nous voyageons dans le monde et que nous voyons d'autres jeunesses, nous nous posons la question, est-ce qu'en Guinée, on a une jeunesse? Une jeunesse politisée, mais à mort. Une jeunesse qui part du principe d'entreprendre, mais à l'envers. Cette jeunesse guinéenne, pour moi, n'a de l'avenir que lorsque cette jeunesse guinéenne se posera la vraie question. Prendra la responsabilité de changer sa vie. Cette jeunesse guinéenne est perdue parce que tant que cette jeunesse guinéenne continue à aller dans les grains de café, à passer toute leur journée, à parler que de politique, à parler que des personnes qui ont réussi, à parler que de la corruption, à parler que des problèmes ethno-stratégiques, cette jeunesse ne sera pas sauvée. La solution réside en chaque personne. Et c'est à chaque personne de venir se faire aider. Moi, justement, à travers tous les voyages que j'ai effectués en Guinée, je viens au moins 4 fois par an en Guinée. Parce que j'ai l'amour de ce pays. Parce que pour moi, servir ce pays est un honneur et un vrai privilège. Mais pour que cette jeunesse guinéenne sorte de la situation dans laquelle la jeunesse guinéenne se trouve, il faut un éveil de conscience. Et il faut des personnes qui ont acquis des expériences professionnelles et de la vie, qui se mettent au service de ces jeunes, qui essayent d'apporter toutes les aides nécessaires pour sauver cette jeunesse. Parce que pour moi, cette jeunesse n'a pas d'avenir en Guinée. N'a pas d'avenir en Guinée? Ouais. C'est pas trop dire? C'est trop dire dans le sens où, parce que comment tu peux aider une jeunesse qui n'est pas consciente de sa situation? C'est impossible. Quel qu'en soit ce que le gouvernement fera, tant que la jeunesse guinéenne n'est pas consciente de sa situation, c'est impossible. Le développement vertical, moi, j'y crois pas. Le développement vertical, moi, j'y crois pas. Pour moi, pour que la Guinée se développe, pour que la Guinée soit ce que nous voulons tous, il faut que chaque Guinéen se développe. Il faut que chaque Guinéen devienne la meilleure version de lui-même. Bien. Aujourd'hui, quelle place pour le coaching justement, en République du Guinée pour cette couche juvénile? Justement, moi, à travers tous les voyages que j'ai effectués en Guinée, je fais un petit rappel. Moi, en tant qu'informaticien, je me suis dit, la première question, qu'est-ce que je peux apporter au pays? Parce qu'on oublie souvent, nous, les jeunes étudiants qui partons à étudier à l'étranger. Nous faisons une promesse à Campus France. Et cette promesse, c'est quoi? Nous disons à Campus France, lorsque nous finirons nos études, nous reviendrons servir notre pays. Moi, je me rappelle ce jour, quand on me demandait en 2011, quand on me posait la question, après vos études, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Je me suis dit, ça, c'est une question piège. Parce que de là, le retour se décide. De là, du départ, le retour se décide. Moi, je me suis dit, nous partons étudier. Allez-y. Nous partons étudier, acquérir des expériences et revenir servir notre pays. Parce que si vous voyez aujourd'hui que même l'Afrique est perturbée, même la jeunesse africaine est perturbée avec toutes les situations que nous connaissons au Niger, en Afrique, dans la CEDEAO, c'est parce que cette jeunesse n'est pas consciente de sa propre situation. Donc, le coaching vient, les coaching, comme disait le coach Simon, le coaching c'est la clé. C'est la clé pour aider chaque jeune Guinéen à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Parce que comme je dis toujours à mes clients, la première étape de la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Sortez et faites un check, un sondage. Demandez les jeunes Guinéens leur situation. Ils vont commencer à parler du gouvernement, attaquer tout le monde. Mais personne ne parlera de sa propre situation. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour améliorer ma propre vie? Quand vous vous levez le matin, la première question que vous devez vous poser, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter à mes frères et sœurs? Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille? Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Et qu'est-ce que je peux apporter au pays? Qui se pose cette question? Personne. Quand on se lève, on va en ville, on passe toutes nos journées dans les embouteillages et finalement, on revient à la maison, on passe dans les grains, on commence à parler des filles, on commence à parler de la politique, basta. Mais à quel moment de la journée, chaque jeune Guinéen se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Et lorsque nous nous couchons le soir, qu'est-ce que nous nous posons? Qu'est-ce que nous avons fait de la journée? Est-ce que la journée fut une journée politique ou non? Le bilan de la journée. Exactement. Et il faut s'organiser. Moi, j'ai dit toujours ça à mes clients. Personne ne viendra vous aider. Moi, je me rappelle, quand nous finissons les études en 2010, on n'avait pas de situation. Moi, la décision d'aller étudier est partie de là. Nous, après les études, on a été voir les cabinets. On a été voir les entreprises, privées comme publiques, pour chercher de l'emploi.
À chaque fois, on nous disait, vous n'avez pas d'expérience. Vous venez de finir les études. Et pourtant, l'expérience, ça s'obtient. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de bientôt une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de la data, au sein des banques. Mais vous avez accepté, au-delà de tout cela, d'être coach, d'accompagner certains jeunes et de réveiller le potentiel qui sommeille en eux. Justement, c'est ça. Moi, je me suis dit, quand j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai regardé la jeunesse guinéenne et je voyais la souffrance dans les yeux de la jeunesse guinéenne. Parce qu'il suffit juste de regarder vraiment les gens. Les gens ne se regardent pas ici. Il suffit juste de vraiment regarder les gens. Tu sauras qu'ils souffrent. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à cette jeunesse? En dehors de tout ce qui est informatique, qui est digitalisation, qu'est-ce que je peux apporter autre? Et j'ai décidé, grâce à mes expériences, de me former par le plus grand coach de la francophonie qui s'appelle Max, que je fais un big up aujourd'hui. La formation, je l'ai suivie sur une année en Suisse. Je me suis déplacé de Paris en Suisse pour faire cette formation. Déjà pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même et après aider ma propre famille, aider ma communauté et ensuite pouvoir aider chaque jeune de la Guinée. Oui, Yaya. Vous avez évoqué une question assez intéressante, c'est cette politisation à outrance de la jeunesse guinéenne. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, comment faire pour dépolitiser cette couche juvénile? En fait, il faut comprendre une chose, on ne peut pas dépolitiser la société guinéenne, c'est impossible. Parce que si nous dépolitisons la société guinéenne... Minimiser alors la politisation. Voilà, je vais vous apporter ma vision de la chose. Non mais vous êtes coach, si vous-même vous... Non, je vais vous apporter ma vision de la chose. Allez-y. Une société est gérée par les politiques. Ça veut dire que les décisions prises pour l'ensemble sont décidées par les politiques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, la jeunesse ou la Guinée est politisée à outrance. Ça fait qu'on ne fait que la politique. Et quand on fait que la politique, ça devient la politique politicienne. On s'assassine, on se tue, on se bat, on se dénigre et on fait tout pour briser l'autre. Et ça, c'est pas ça le vrai sens de la politique. La culture politique, c'est pas ça. Nous devons encourager les jeunes, une partie de la jeunesse guinéenne, à s'intéresser vraiment de la politique. Mais à vraiment avoir des convictions. Parce que les jeunes politiciens guinéens n'ont pas de convictions. Les leaders politiques en Guinée, ce n'est pas les leaders politiques qui ont des convictions. Il y a très peu qui ont des convictions. On a vu Alpha Condé. Alpha avait une conviction qui, depuis des années, a mené son combat politique. Ok? Mais regardez notre génération. Quel est le leader? Il y a très peu de leaders, pour ne pas dire il n'y a pas de leaders, il y a très peu de leaders qui ont, on a plus de 180 et quelques partis politiques en Guinée. Oui. Pour quel résultat? Comme disait un de mes coachs, il dit donne 1 million de Guinéens à chaque coach et dans 5 ans tu verras comment il va le développer. Parce que la plupart des politiciens, des leaders politiques cherchent des postes, être ministre, être directeur. Après c'est fini, il n'y a que quelques grands leaders qui se battent vraiment pour le peuple de Guinée. Alors comment faire pour dépolitiser? Pour dépolitiser, il faut d'abord que dans les instances des partis politiques, que nous ayons la démocratie interne qui favorise l'idéologie, qui favorise la compétence. Il ne faudrait pas qu'on mette tout le monde. Aujourd'hui, quand tu crées un parti politique, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin des militants. Tu vas aller chercher qui vient. Donc tu peux prendre un analphabète, et je ne suis pas contre les analphabètes, mais tu peux aller prendre un analphabète, les femmes qui n'ont aucune situation, tu vas prendre des chômeurs qui ont pour seul objectif de rentrer dans ton parti politique et être fonctionnaire après. Ils n'ont aucun projet. Ils ne croient même pas à ce que tu dis. La seule chose qui les intéresse, c'est est-ce que je peux être secrétaire général de son parti ou est-ce que je peux être fédéral ou quelque part et comme ça, je reste dans ma galère jusqu'à ce qu'il devienne ministre ou est-ce qu'il devienne directeur, président, comme ça il me nomme tranquille. Oui. On a vu dans ce pays, on nommait les secrétaires généraux qui n'ont aucune compétence. Aujourd'hui, voilà l'état du pays. Donc moi, ce que je peux dire aux gens, on ne peut pas totalement dépolitiser, mais on peut conscientiser les gens. Moi, aujourd'hui, je coach beaucoup de leaders politiques. Je les aide à comprendre quelle est l'approche au sein de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que comme moi, je dis, ma thérapie, elle est individuelle. Moi, chaque personne, chaque Guinéen peut me consulter pour que je puisse l'aider dans un domaine de sa vie. Que ce soit dans le domaine du couple, dans le domaine du business, dans le domaine des études, dans le domaine de la recherche de l'emploi. Parce que je suis ce que je suis. J'ai tout ce parcours parce que j'ai le résultat aujourd'hui. Moi, je dis toujours à mes clients, regardez qui vous coach. Je suis quiconque. Qui vous coach? Est-ce que c'est un entrepreneur à succès? Moi, je suis un entrepreneur à succès. Bientôt, moi, j'aurai 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, moi, je suis un entrepreneur à succès. Ça fait 5 ans que j'évolue entre la Guinée et la France avec mon entreprise. OK? Et on va pas tout déballer sur ce plateau, mais celui qui te coach doit exceller dans ce qu'il fait. Celui qui te coach dans les relations amoureuses, il faut qu'il soit en paix dans son foyer. Sinon, quel conseil? Il faut savoir aussi choisir son coach. Exactement. Parce qu'il y a des coachs ici, ceux qui se réclament coach ont du mal même à payer leur loyer. Bah oui, c'est des personnes qui ont du mal à décoller, qui n'ont pas d'entreprise. Et on veut parler de coaching. Là, la jeunesse devient réticente. Moi, je dis aux jeunes, écoutez, sachez écouter.
Ne suivez pas tout le monde, n'écoutez même pas tout le monde. Un coach qui n'arrive pas à payer sa maison n'est pas un coach. Parce que déjà, le coaching commence par toi-même. Tu te fais coacher. Et tu grandis, tu continues à grandir. Donc c'est dans ta progression que tu essaies de tirer les autres. Moi aujourd'hui par exemple, quand tu me dis de coacher quelqu'un comme KPC ou Antonio Soré, je vais dire non, je vais le donner à mes grands. Je vais dire non, mes master coach, coachez-les parce qu'ils ont atteint un niveau que moi je n'ai pas atteint encore. Mais tous les jeunes qui viennent de finir l'université, qui ont moins de 5 ans d'expérience, moi je les coach facile. Tous les jeunes qui sont à l'université dans le lycée, moi je les coach facile. Donc, parce que tu ne peux coacher qu'à ton niveau et le niveau en dessous. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir coacher tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'apporte une solution à la jeunesse guinéenne. Venez vous faire aider. Moi, chaque dimanche, je fais un direct sur ma page pour conscientiser les gens sur le sujet. Parce qu'un constat que j'ai fait cette semaine à Conakry, je me suis rendu compte que les jeunes ne sont même pas impliqués dans leur propre vie. Les gens ne sont même pas... C'est-à-dire, tu vas voir un jeune, toute ta journée, il est occupé à parler de la vie des autres. Toute la journée, il est occupé à parler de la vie des autres. Et tu te poses la question, comment cette personne pourra obtenir un résultat demain? C'est impossible. C'est impossible. Pour grandir, il faut être égoïste. Égoïste dans le sens où tu te construis, après tu construis les autres. Prenez l'exemple, quand on prend un avion ou un bateau et que quand par exemple on prend un avion, les consignes c'est quoi? Lorsqu'il y a un problème, mettez vos masques, après mettez les masques des autres. Ça veut dire, protège-toi, après tu protèges tes autres. Quand tu es sur un bateau et que le bateau se coule, tu te sauves et après tu pourras sauver les autres. Donc dans une famille, c'est comme ça. Dans la famille, tu grandis d'abord. Lorsque tu atteins 100, tu essaies de tirer les autres jusqu'à 50. Après, tu remontes, tu les tires, tu remontes. Donc c'est étape par étape. Mais lorsque tu es à 50 et tu veux faire remonter tout le monde au niveau 50, vous êtes tous au noyé. Donc voilà. Donc, de ce côté, il est important de faire un travail de fond sur la jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse qui est confrontée à un chômage qui ne dit pas son nom, que faire pour réveiller le potentiel existant, le potentiel qui existe en eux? Parce que ce n'est pas parce qu'on se retrouve autour d'un bradage de thé, ce n'est pas parce qu'on est dans un bar-café, ce n'est pas parce qu'on parle de personnes qui ont réussi que forcément on n'a pas de potentiel. Mais le souci, c'est comment réveiller ce potentiel, pousser ces jeunes à aller de l'avant. Parce que la plupart ne se contentent de l'immigration, préfèrent braver la Méditerranée avec des sommes qu'ils peuvent investir en Guinée et réussir. Mais puisqu'il n'y a pas un véritable coaching, ils préfèrent investir 30 millions, ils préfèrent investir 25 millions dans la Méditerranée et aller perdre leur vie. Ils préfèrent mettre en ruine les parents ici en prenant l'argent de papa et aller foncer. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, comment voulez-vous ou pouvez-vous susciter cet espoir en la jeunesse, réveiller ce potentiel? Vous avez parlé de deux sujets, le chômage et l'immigration. Ouais. Le chômage, je vais être clair. Moi, pour le chômage, il n'y a que deux responsables. L'État et les étudiants. C'est les deux responsables. L'État, durant des années, a été incapable de mettre en place des structures qui permettent à ces jeunes de pouvoir s'insérer au marché de l'emploi facilement. Pendant la transition, avec le ministre Diaka, ils sont en train de faire des efforts dans ce cadre. C'est à encourager, ok. Mais si nous prenons l'histoire, nous comprenions que l'État a failli sur tous les points. Parce que, vous pouvez mettre toutes les structures en place, hein, mais si vous n'encouragez pas l'entrepreneuriat, si les jeunes Guinéens ne créent pas des entreprises, mais comment ils vont employer des gens? Ce n'est pas l'État qui peut employer. L'État ne peut même pas employer parce que l'État emploie que des fonctionnaires. Et même là, c'est tout un débat. Hein. Si je commence à parler des fonctionnaires, je pense que la journée. Donc, l'État est vraiment, vraiment responsable, l'une des responsables du chômage en Guinée. Après, il y a les étudiants. Parce que depuis combien d'années vous n'avez pas vu? Là, je ne vais pas inciter les jeunes à aller à gréver. Ouais. Mais depuis combien de temps vous avez vu les jeunes Guinéens prendre des pancartes et dire on veut l'emploi? Rare. C'est très rare. Très rare. Mais quand tu leur dis de sortir pour les manifestants politiques, ils sont tous prêts. Mais combien de fois on a paralysé Conakry en disant oui, nous voulons de l'emploi parce qu'il y a un contrat social. L'État a un devoir avec ses concitoyens. Quand nous nous mettons à l'école, il y a une promesse au fait. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas cela. Dès qu'on a le bac, c'est l'État qui nous oriente. Quand l'État nous oriente, normalement, il y a un contrat social entre nous et l'État. L'État dit, ok, je vous envoie dans telle formation parce que j'ai fait toutes les études nécessaires qui vous permettent, une fois diplômé, d'aller sur le marché de l'emploi.
Les étudiants te disent, ok, nous acceptons de prendre 5 ans, 3 ans de nos temps pour étudier et pour pouvoir servir l'économie nationale. À la fin de ces études, ces étudiants se retrouvent sans stage, sans alternance, sans emploi. Retour en arrière. Parce que la plupart des étudiants qui ont fini les études après 3 ans, 4 ans et qui ne se forment pas sont au même niveau, au niveau du bac pour moi. Hein. Ouais. Ils doivent reprendre l'université carrément. Parce que 3 ans après, c'était mort. Donc, les étudiants doivent prendre leurs responsabilités. Se faire aider. Moi, je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur de vous faire aider. Le coaching est là justement pour ça. Pour débloquer ce qui est bloqué. Pour vous ouvrir les portes. Parce qu'en Guinée, les portes sont fermées. Mais comme les portes sont fermées, il faut une autre synergie pour ouvrir les portes. Ok? Donc, l'État a sa responsabilité dans tout ce qui est structuration du marché de l'emploi. Créer des conditions qui permettent à des entreprises de créer des champions nationaux. Ça ne sert à rien de prendre des solutions extérieures. La plupart de nos administrations, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des solutions européennes, américaines, ils viennent implanter ça chez nous. Le développement n'est pas fait chez nous, rien n'est fait chez nous. On ne peut pas embaucher les gens parce que les solutions qui viennent, c'est une boîte noire. Tu viens, tu l'installes, ça fait ton boulot, c'est terminé. Tu as besoin de 2 personnes. Et pourtant, dans les pays européens, on a besoin de 200 personnes pour créer cette application, pour créer cet outil. Donc, ils créent de l'emploi de l'autre côté et nous, ils viennent nous vendre le produit fini. Et nous, en tant que cons, que je vais dire, il faut être franc, nous acceptons d'acheter ces produits pour répondre à un besoin que les directions ont. Mais en revanche, nous ne savons pas que nous sommes en train de détruire l'avenir de beaucoup de jeunes. Parce qu'on pouvait recruter des jeunes, travailler sur ces solutions endogènes, et proposer des solutions et plus tard pouvoir les vendre. Un exemple très simple. Avant l'avènement du 5 septembre, oui. Moi j'ai créé un mouvement que j'appelle Mouvement guinéen pour la transition numérique. Ça permet à ce qu'on puisse digitaliser partout. Heureusement, quand le 5 septembre est arrivé, on nous a dit qu'il n'y a pas de mouvement. Moi j'ai dit les gars, on ne rentre pas dans ce sujet, on ferme le truc. Ok? Mais l'idée est passée. Ils ont compris qu'il y avait des jeunes qui se sont levés et qui ont créé un mouvement sur la numérisation de la Guinée. Parce que nous disons que c'est par la numérisation, par la digitalisation qu'on sauvera les jeunes Guinéens. Parce qu'on peut créer d'énormes opportunités dans ce domaine. Et du coup, le gouvernement d'Oumbouya, ils ont commencé à créer, ils ont créé une agence de la digitalisation, ils ont créé des départements. Mais le problème, c'est quoi? Tu vas voir un département de la digitalisation, il n'y a qu'une personne, 2 personnes. C'est impossible. Dans un département comme ça, il y a au moins 100 personnes. Donc ça fait 100 personnes multipliées par combien de départements? Tu as des millions d'emplois que tu crées. Donc est-ce la mauvaise volonté? J'en sais pas. Donc ça c'est la responsabilité. Là l'État peut se faire coacher. Au fait, c'est pas parce que tu es directeur que tu as tout. Non, un directeur se fait coacher, un ministre se fait coacher. Donc ça c'est pas la question. S'ils ont besoin d'un coaching, ils ont besoin de redéfinir les objectifs qui peuvent correspondre aux besoins du pays. Venez me voir, moi je vous donne la solution. Et puis même, sur l'année 2023, j'ai décidé de donner ça gratuitement à la Guinée. À partir de 2023, moi mes coachings seront plus gratuits. Parce que je suis un entrepreneur avant tout. Et que j'ai besoin de montrer aux autres que par le coaching, on peut gagner sa vie. Ok? Côté étudiant, les étudiants, imaginez. Un étudiant, dès la première année, tu dois préparer la sortie. Moi, j'ai dit tout ça à mes clients. Dès la première année, tu dois commencer à préparer la sortie. Ok, Joe, qu'est-ce qu'on fait? On étudie l'informatique ou on étudie la mécanique. Qu'est-ce qui nous attend demain? Ok, on commence à préparer. Quelle est l'information qu'il faut faire? Quel est le besoin du marché? Quelles sont les entreprises qui sont... On fait une prospection. Tous les jours, on regarde. Ok, on les consulte. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, localement, pour que vous puissiez... Donc, il y a un travail que les étudiants doivent faire. Et c'est en fonction de ça, normalement, s'ils sont malins, qui vont réorienter leur projet de fin d'études à un domaine spécifique. Comme ça, dès que l'entreprise se rend compte que tu as développé déjà la solution pendant X temps, ils vont te prendre. Même en stage. Bien, oui, il y a l'autre question. Oui, puisque le coaching, en d'autres termes, c'est un remède, c'est une thérapie. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui baignent dans le désespoir total. Et quand on perd l'espoir, on devient un danger pour la société. Comment faire à travers le coaching cette réinsertion sociale? Comme je le dis, le coaching, c'est la clé. C'est le remède que chaque jeune Guinéen... Pourquoi moi je me suis concentré qu'à la Guinée? Moi je peux faire des coaching de façon nationale, internationale. Je fais en France, je fais dans tous les pays du monde. Je me suis dit, c'est quoi ma cible? Pourquoi? Parce que moi je dis toujours aux gens, c'est quoi ton pourquoi? Les Américains disent, why? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi je fais le coaching? Parce que je me dis, Maurice, c'est bien de réussir dans ta vie, mais c'est bien de réussir avec tes amis, avec ta famille, avec tes compatriotes, avec tout ton pays. C'est tellement aisé lorsque tu pars dans un restaurant et que tous tes amis ont le prix de la nourriture. Vous mangez, vous rigolez, il n'y a pas de commérage, vous êtes tous contents et vous vous séparez. Mais imaginez quand toi, c'est toi qui dois payer pour tout le monde. Donc aujourd'hui, la jeunesse guinéenne a besoin du coaching pour se réveiller. Se réveiller pour construire un avenir meilleur. Comme je le dis toujours, la Guinée ne sera que ce que les Guinéens seront. Et les Guinéens ne seront que ceux qui décideront d'être. Et c'est là où moi j'interviens, l'être.
qu'est-ce que chaque jeune a besoin. Moi, je rentre dans le monde du jeune. Dans le monde, moi, nous appelons dans le monde du coaching, rentrer dans le monde du client, comprendre son monde, qu'est-ce qui l'empêche. Parce qu'au fait, souvent, il y a des problèmes tellement profonds qui empêchent le jeune de réussir dans sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'il faut rentrer en profondeur avec le jeune, comprendre le jeune, le débloquer, parce que la plupart sont fermés. Imaginons quand on dit en Guinée que quand tu n'as pas un oncle, un parrain, tu ne peux pas être ministre, un directeur, même quelles qu'en soient tes expertises, tu ne peux même pas être fonctionnaire, il faut que quelqu'un t'aide. Tu vois, c'est une pensée limitante. On a inculqué ça dans la tête de tout le monde, même moi qui suis là. Donc, comment débloquer cela? Il faut le coaching pour le débloquer. Le coaching se fait entre... Quand tu es avec ton coach, c'est comme si tu es avec ton meilleur ami. Il ne te juge pas. C'est ça la spécificité du coaching. Un coach ne juge pas. Si t'es mal, c'est pas mal, c'est pas son problème. Le problème d'un coach, comment tu peux aller d'une étape A, d'un niveau A à un niveau B. C'est ça le plus. Comment tu peux réussir, comment tu peux sortir, comment tu peux avoir du travail, comment tu peux être heureux en couple, comment tu peux servir ta nation. Donc aujourd'hui, chaque jeune Guinéen, moi j'ai lancé le programme Un jeune, un coach. Le programme Un jeune, un coach, c'est le remède pour soigner chaque jeune Guinéen. Voilà, et en parallèle, je vais revenir à la question que tu as posée sur l'immigration, c'est très important. Moi, j'ai fait le diagnostic, j'ai été voir les jeunes à Paris, dans beaucoup de villes en France, pour leur poser la question, les jeunes, pourquoi vous venez? Vous dormez par terre. Pourquoi prendre le risque de traverser la mer? Il y a un jeune qui m'a dit un truc, mais des grands, quand il n'y a plus d'espoir, quand on est prêt à affronter la mort au gré de sa vie, grand ne peut pas rester en Guinée. Parce qu'en Guinée, il n'y a plus d'espoir. Moi, je dis waouh. Ça veut dire que ces jeunes sont prêts, malgré tout ce qu'on dit, à aller dormir à Chapelle, sous le froid. Ils sont prêts à ça que de vivre chez nous. Et pourtant, nous sommes dans des scandales géologiques. Ressources humaines incroyablement. Il pleut tout le temps. Les pays se plaignent pour la pluie. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est aider chaque jeune qui sont là. Les autres, ils sont déjà partis. Aidons ceux qui sont là. Faisons en sorte que ces jeunes qui sont partis reviennent plus tard avec des expertises. Essayons de créer un pont entre la diaspora et ceux qui sont là. La diaspora a certainement l'expertise, mais ils n'ont pas la réalité du pays. Ceux qui sont là ont la réalité du pays. Essayons de donner, que ces deux composantes se donnent la main pour pouvoir construire cette Guinée. Donc, le coaching est là pour ces jeunes. Moi, je me mets à disposition, comme moi je l'ai dit. Ça, c'est à titre bénévole. J'ai décidé, dans l'année 2023, de créer le programme Un jeune, un coach. Le programme Un jeune, un coach ira dans les lycées, dans les universités, ira jusqu'au fond de la Guinée pour conscientiser la jeunesse guinéenne, pour dire à la jeunesse guinéenne, il faut que tu prennes conscience de ta situation. Il faut que tu deviennes responsable de ta situation. Il faut que tu t'impliques dans ta vie pour pouvoir changer ta vie. Alors, c'est une initiative très salutaire, puisque non seulement vous participez, disons, à épanouir la société, mais aussi vous jouez un rôle très central pour l'État lui-même. Est-ce que depuis que vous êtes venu là, il y a eu des démarches venant de vous, pour essayer de rencontrer certains acteurs étatiques, vice-versa? Est-ce que l'État aussi, disons, est venu vers vous pour essayer de mutualiser tout cela? Vous savez, quand tu crées ce genre d'initiative, généralement tu vas vers l'État, tu essaies de le voir. J'ai pas fait de démarche pour aller voir l'État. Parce que moi je me suis dit, pour le moment, l'État c'est pas ma cible. L'État c'est pas parce que pour moi l'État est trop occupé à faire autre chose. Ils sont en train de travailler sur les routes, les infrastructures. Je me dis, leur combat certainement n'est pas à l'éveil de conscience des jeunes. Ils veulent le faire, nous sommes dans une période de transition, ils ont beaucoup de priorités. Certainement c'est leur priorité, j'en sais rien. Ce que je constate, ils sont en train de faire des travaux. Ils sont en train de gérer ce qu'ils appellent la refondation institutionnelle ou la refondation quoi. De l'État. Voilà, ils sont en train de travailler. Mais pour moi, ça ne communique pas. Ça ne communique pas assez. Prenez un jeune de la rue. Demandez d'aller vous citer 10 ministres du gouvernement. Impossible. La plupart des jeunes ne pourront pas vous citer 10 ministres du colonel Doumbouya. Parce que les ministres ne communiquent pas. On ne sait même pas ce qu'ils font. Il y a plus, si on commence à compter, je pense qu'il doit y avoir la plupart. Il y a une vingtaine de ministres, de ministères. Mais même moi, je ne peux même pas te citer 10 ministres. Et les autres, pourquoi ils ne communiquent pas? N'ont-ils pas des besoins? Comment tu peux imaginer que dans les administrations, les gens, les fonctionnaires sont là, non postés? Comment tu peux comprendre? Même ceux qui sont postés n'ont même pas de boulot. Ils viennent juste pour annoter et retourner à la maison. Comment tu peux comprendre? Donc il y a un problème d'organisation. Il y a un problème
d'orientation, il y a un problème de vision, il y a un problème de coaching en fait. Au fait, si le gouvernement prend la responsabilité d'aider ses fonctionnaires, c'est bien pour le gouvernement. Parce que avant que le gouvernement s'attaque à la population, il faut que le gouvernement s'attaque déjà aux ressources humaines que le gouvernement détient déjà. Donc même à ce niveau, il y a un gros problème. Tu vois, donc moi, j'ai pas eu, pour le moment, je viens pour des semaines, du coup pour moi, ma cible, c'est pas le gouvernement, ma cible, c'est la population. C'est ces jeunes étudiants, ces jeunes chômeurs. Moi, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que je peux aider chaque jeune à prendre conscience de sa situation. Pour moi, si j'arrive à conscientiser les jeunes, à prendre conscience de leur pouvoir interne, que Dieu les a tous donné un don, que Dieu nous a tous donné un don et que nous avons tous une mission sur cette terre. Moi, je dis que 2023 est un succès. Bien. Monsieur Mouri Kaba, il est coach d'excellence, expert data. On aimerait bien prolonger ce débat, mais la radio, c'est l'heure et on est déjà pris par le temps. En tout cas, votre adresse à la jeunesse guinéenne pour terminer en 30 secondes. C'est que moi, je peux dire à la jeunesse guinéenne, vous êtes responsable de votre situation jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer parce que Dieu vous a tout donné. Bien. La main, les oreilles, Dieu vous a tout donné. Nous venons tous de la même manière au monde et nous partons de la même manière. Entre les deux étapes, c'est vous qui décidez. Vous devez commencer par faire le diagnostic de votre vie. Commencez à penser que vous êtes le responsable de tout. Comme ça, vous avez la solution. Vous ne mettez pas la responsabilité sur les autres, mais sur vous-même. Comme ça, vous vous faites aider par des coachs d'excellence, des coachs qui peuvent vous permettre d'aller vers la réussite, qui peuvent vous permettre de trouver de l'emploi. Moi, je suis là, j'ai la clé. À vous de venir demander. Merci, Monsieur Kaba. Merci d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. Merci, Diallo. Merci, c'était un plaisir. Le week-end commence pour nous. Je suis complètement, disons, je suis complètement parti là et je pense que cet remède, c'est assez important. Bien. Et je pense que il appartient à la jeunesse de prendre sa responsabilité. Le coach est là. Il faut en profiter pendant qu'il est temps. C'est ça important. Aussi, le média du développement. Parler développement, c'est ça notre ligne éditoriale. Vous êtes sur Kavi Media et chaque vendredi nous parlons de développement dans cette émission Le Scanner. Merci à l'équipe technique du jour. À la radio nous ont accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Diatara, Kandé Sankon, et à la production Alpha Silla, réalisation Michel Ouamounou, à la régie télé Vabako Ivogi, Assanso, Robert Kourouma, Salif Pangoura, Melika Sita Otaek, le tout chapeauté par notre directeur technique Omar Diallo. Nous on vous dit au revoir dans l'espoir de vous reprendre la semaine prochaine avec plus d'énergie, mais d'ici là, prenez soin de vous, rester en compagnie des programmes de Kavi Media, le média du développement. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media.